Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, c'est le dernier rendez-vous de la semaine, mais on a encore plein de choses à vous dire. Vous allez voir sur 4 sujets que nous avons sélectionnés et qu'on découvre tout de suite en images. Dimanche dernier, Emmanuel Macron a commencé son itinérance mémorielle qui lui vaut des altercations parfois vives avec des Français. C'est un chemin de croix, disent les médias. Pas du tout, c'est un vrai bonheur, dit le président de la République. Qui dit vrai? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis, on reviendra sur ces chiffres inquiétants de la hausse de l'antisémitisme en France pour se poser cette question qui anime le débat public. Sommes-nous en train de revivre une atmosphère qui était celle de l'Europe dans les années 30. On parlera aussi d'une note de la Fondation Jean Jaurès, c'est un think tank de centre-gauche, qui dit que finalement, François Hollande, c'était peut-être pas si mal. Alors faut-il réhabiliter l'ancien président de la République? Nous vous donnerez votre point de vue et puis nous parlerons du foot business. Savez-vous que la star Neymar du Paris Saint-Germain touche 375 000 € par mois, mais pas pour jouer au foot, simplement pour aller saluer les supporters à la fin des matchs. Est-ce que tout ça vous dégoûte ou est-ce qu'après tout, ça n'est que la règle du jeu? Eh bien, on se posera la question avec nous, on se posera même toutes ces questions avec nos 4 invités. Bonsoir Julia de Funès. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes philosophe, vous êtes aussi une experte des ressources humaines et du management. Experte. Et vous avez coécrit avec l'excellent Nicolas Bouzou La tragédie inhumaine, qui est un livre sur les errements. La comédie inhumaine de votre lapsus révélateur. Oui, la comédie inhumaine, donc tout ça n'est pas si grave. C'est sur les errements du management moderne. C'est un énorme succès. On en est à plus de 40 000 exemplaires vendus, je crois. Et c'est mérité. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Je ne sais pas si vous avez déjà vendu 40 000 exemplaires de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, mais sinon vous allez sûrement y arriver. Exactement. Car ce serait Merci. mérité. C'est publié aux éditions des Clés de Brouwer. Bonsoir Daniel Bilalian. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur des sports de France Télévisions, entre autres titres de gloire et de compétences. Et vient d'être réédité un de vos livres, Le camp de la goutte d'eau, Ravoy-Rouska, 1942-1944. C'est aux Presses de la Cité. Et puis notre confrère Étienne Girard est là aussi. Bonsoir Étienne, Bonsoir. journaliste politique à Marianne. On voit tout de suite la couverture de Marianne. Lactalis, un scandale français. Après le lait contaminé, l'évasion fiscale. Nous n'allons pas parler d'évasion fiscale aujourd'hui, encore qu'avec les footballeurs, ce serait peut-être un sujet intéressant. Donc on verra ça à la fin de l'émission. Mais on commence par cette itinérance mémorielle. Un drôle de nom pour un déplacement dans l'Est de la France, à la fois pour commémorer le premier conflit mondial et puis pour aller à la rencontre des Français qui ne ménagent pas le président de la République, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils se plaignent de l'augmentation de la CSG, de la hausse des prix des carburants. Et tout ça est donc un peu compliqué pour les chefs de l'État. Écoutez le bilan que fait de ce voyage, un bilan méchamment négatif, François Ruffin, député de la France Insoumise. Là, le président, il fait son chemin des dames. Pourquoi? Parce que simplement, Jupiter redescend sur Terre. Jusqu'à maintenant, il était à l'Élysée, tout était tranquille. Il croyait qu'il allait visiter des musées. Il croyait qu'il allait visiter des cimetières. Et il se retrouve face à des gens bien vivants, bien criants, et qui lui expriment la colère qu'ils éprouvent depuis maintenant un an et demi. Alors pour certains, ce voyage était peut-être une erreur parce qu'il expose trop le président de la République, mais pas du tout, répond celui-ci plutôt. Il est tout à fait enchanté de ce déplacement. Il l'a dit hier, c'était lors de sa visite à l'usine Renault de Maubeuge. C'est un vrai bonheur. Ah, vous me voyez, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que je suis mieux, parce que c'est ça le pays, notre pays. Mais depuis des décennies, il est dans cette situation. Moi, je veux l'en sortir. J'ai été élu face au Front National, moi, il y a 15 mois. J'ai été élu dans une crise profonde. Je ne vais pas rester comme on a toujours fait, de me réfugier derrière les discours convenus. J'ai jamais pensé que c'était facile. Vous savez, moi, j'ai été élu en me faisant secouer. Et je continuerai à aller. Et ça continuera jusqu'au bout. Étienne Girard, c'est de la com ou il est sincère, le président de la République? Ça s'appelle la méthode Coué. De toute façon, il peut pas dire le contraire, Emmanuel Macron. Mais il y a des signes non verbaux, la façon dont il sourit jaune quand des gens lui parlent, la façon dont il les touche de façon un peu trop prononcée, alors que rien ne l'y incite en réalité, qui montre une certaine fébrilité et qu'il est un peu déstabilisé par ce qu'il entend depuis le début de la semaine. Qu'est-ce qu'il avait prévu, Emmanuel Macron? Il avait prévu de faire pendant une semaine ce qu'il a fait entre les 2 tours à Amiens, à Whirlpool. C'est-à-dire tomber sur des gens qui râlent et les convaincre pied à pied que non, son programme est très bien et qu'il va sauver la France, etc. Sauf qu'à l'époque, il avait l'avenir devant lui. Là, il commence à avoir un début de bilan
Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils râlent pas. Ils sont, pour beaucoup, foudrage. Et ils se retrouvent un peu sans voix face à cette colère populaire qu'on voit dans le Nord et dans l'Est depuis le début de la semaine. Mais Julia de Funès, c'est quand même une bonne méthode de management. Donc, quand il y a une crise, d'aller au contact et de ne pas s'enfermer dans son bureau en ignorant la situation. Oui, en management, en entreprise, oui. Là, en l'occurrence, invoquer le bonheur, c'est drôle parce qu'on est dans l'ère du bonheurisme absolu. Il faut toujours dire qu'on est heureux même quand c'est le drame. Mais ça, c'est propre à notre société très bonheuriste. Mais en tout cas, ce qui est frappant à travers cette errance mémorable, plus que cette itinérance mémorielle, c'est que c'est vraiment la chute des transcendances et la victoire de l'immanence. C'est-à-dire, le président essaye d'invoquer des... Ça, c'est la philosophe qui parle. Oui, je peux pas faire autrement. C'est pour ça qu'on vous a invité, on est ravis. Mais on est à Verdun, dans ce lieu historique, et les gens nous parlent évidemment du carburant, du pouvoir d'achat, de la limitation de vitesse, etc. Et c'est une erreur stratégique, je pense, de vouloir justement fixer le discours trop haut. Et les gens sont beaucoup plus soucieux de leur avenir personnel que de la mémoire ou du souvenir collectif. Il ne suffit pas d'invoquer les grandes causes et une histoire commune et d'aller en province pour parler au peuple. C'est vraiment l'illustration de ça, je trouve. Guillaume Bernard, c'est pourtant, ça ressemblait à une bonne idée d'aller au contact d'une France un peu délaissée, qui connaît des situations sociales fortes, en même temps pour rendre hommage au courage des Français. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, mais le problème, c'est que le discours est illisible. C'est-à-dire que c'est le mélange des genres. Si l'objectif, c'était effectivement de profiter de cette semaine qui précède le 11 novembre, 100 ans après la victoire de 1918, pour raconter le roman national, même si c'est peut-être un peu has-been maintenant de le faire, mais enfin, si c'est pour rendre hommage aux morts, c'est très bien, mais en même temps, son propre discours est incohérent parce qu'il veut faire cette itinérance mémorielle, mais en même temps, il nous dit que le 11 novembre, parce qu'il y aura la présence de la chancelière allemande, eh bien, on ne parlera pas des soldats. Donc, il y a un mélange des genres. Il va faire campagne, ou en tout cas essayer de défendre son début de bilan, et en même temps, il veut faire de la mémoire. Et donc, par conséquent, il y a un télescopage entre les deux. Et le résultat, c'est que ni les Français qu'il rencontre ne sont satisfaits, ni l'objectif qui était un bon objectif, qui était de rendre hommage aux morts, de se souvenir des 1 300 000 Français qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie, eh bien, ceux-là, on les oublie complètement. Et en fait, au lieu de discuter de nos soldats et de la France, eh bien, on parle de la pipolisation et de la présence du président de la République parmi des foules hostiles. Je trouve ça extrêmement dommage. Oui, mais c'est sacrément injuste quand même, Daniel Bilalian, parce qu'elles existent, ces cérémonies d'hommage, ces commémorations. Elles sont très belles d'ailleurs et très dignes. Et puis, nous, les médias ou les réseaux sociaux ne parlent que des petites phrases et des prises de bec avec des Français mécontents. Pour les petites phrases, il n'y a qu'à pas les prononcer. Déjà, ça permettrait de les éviter. Chose très simple. Non, mais je crois que je regardais hier sur la télévision du Figaro, toute l'après-midi, il a serré des mains avec des mots comme je suis content que vous soyez là, c'est bien que vous soyez là, etc. On sent qu'il essaye d'être proche des gens. Mais on sent aussi que ce président est quelqu'un qui n'a jamais été élu au sens personnel politique, qui n'a jamais été député, maire, etc. Donc il ne connaît pas les gens, C'est pour ça qu'il ne sait pas leur parler. Il ne les connaît pas, il ne connaît pas la base. On s'est beaucoup moqué des hommes politiques pendant la dernière campagne électorale. Mais ces gens-là, ils vont sur le marché le dimanche et ils discutent avec les gens et pourquoi l'épicerie a fermé, et la gendarmerie, et le médecin, et avec leurs bombes atomiques qui nous ont détraqué le temps, etc., etc. Donc ils sont habitués, ils connaissent. Lui, il ne les connaît pas, les Français. Je voyais hier, dans sa manière de parler, il essayait d'être sympathique, il essayait d'être proche des gens. Et on sent qu'il n'y arrive pas. Puis deuxièmement, la deuxième chose, c'est que c'est une semaine d'itinéraire à la mémoire des soldats, c'est peut-être un tout petit peu, beaucoup. Comme chaque fois, il en fait un peu trop. Et ensuite, on mélange tout. C'est-à-dire la même semaine où on rend hommage aux morts de 14-18, on va taxer l'essence. Le même jour, on va également, donner des chèques pour que l'essence soit moins chère. Et puis aujourd'hui, c'était la réduction du prix du permis de conduire. Bon, vous faites hommage aux soldats de la guerre de 14, pointe à la ligne, et puis vous allez à des cérémonies, et vous ne dites rien, vous dites quelques mots en hommage à nos soldats, etc. Qu'est-ce que c'est que cette semaine encore de foutraque, là, on est dans tous les sens, etc. C'est M. Macron qui mélange tout, Puis alors, en commençant d'ailleurs par cette chose énorme,
Les soldats de 14-18 sont des civils qu'on a habillés en militaires. Quand on savait, en 14-18, ça n'a pas été vrai par la suite dans les années 15 ou 16, mais en 14-18, comment les gens se sont rués pour être enrôlés, pour défendre leur pays, c'est peut-être obsolète aujourd'hui, mais c'est la vérité. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça, c'est insulter leur mémoire. Étienne Girard, il y a un lien qui s'est rompu avec les Français ou c'est seulement un passage à vide, comme on en a connu tous les présidents de la République au bout d'une année de mandat, parce que les résultats n'arrivent jamais assez vite? La différence peut-être avec les précédents présidents de la République, c'est que Macron, il n'a pas de lien construit sur la durée avec les Français. Il est arrivé un peu par effraction en 2014 et il a été élu avec des circonstances favorables en 2017. Il a séduit les Français, mais les Français ne le connaissaient pas très bien. Donc le lien, il n'est pas rompu parce qu'il n'a jamais été extrêmement profond. Mais là, il y a une vraie incertitude et une vraie inquiétude, j'ai l'impression, à voir ce que disent les Français sur le terrain par rapport à ce que va faire Emmanuel Macron de ce mandat-là. Il s'est présenté comme le président du pouvoir d'achat qui allait tout relancer. Force est de constater, là, depuis un an, presque un an et demi, tout n'a pas été relancé. Et d'ailleurs, à peu près toutes les prises de parole des gens sont sur ce thème-là. Sur les migrants, il y a très peu de choses. Sur la sécurité, finalement, on entend assez peu de choses. La priorité des gens qui viennent voir Emmanuel Macron, c'est ça, c'est leurs conditions de vie. Et c'est sur ce thème-là que le lien, il est en train de basculer. Ouais. Julien de Funès, il y a quand même un peu d'injustice, non? Parce qu'on lui reprochait au président de la République d'être coupé des gens, d'être le président des villes. Et puis là, il descend vers la France qu'on appelle désormais périphérique. Et puis on le lui reproche à nouveau en disant que c'est pas ce qu'il faut faire. Oui, exactement. C'est quand même très facile, je trouve, de donner des leçons de morale sur la communication du président. Moi, j'aime pas trop ce positionnement-là, surtout qu'on me dit tout et son contraire. Mais je pense que plus que la personnalité ou la communication de ce président, c'est le mauvais timing. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens attendent qu'on leur parle de leur quotidien, et là, il vient parler de l'histoire. Et quand on a besoin d'un peu de grandeur et de commémoration, il est dans le pragmatisme à tout prix. Donc entre l'historique et le pragmatisme, il y a une sorte d'hésitation, et je pense que c'est plutôt une histoire de timing que de personnalité. Lors de la campagne présidentielle, on a vu qu'il était très magnétique, très séduisant, on ne le connaissait pas, il a quand même été élu démocratiquement, donc je ne pense pas que ce soit un défaut de communication ou de personnalité. Il est très intelligent comme tous les présidents, mais on sous-estime parfois la temporalité des événements et de la communication. C'est la limite du en même temps peut-être. Oui, là, on est un peu dans l'extrême du en même temps. Le 11 novembre, on doit aller chez Renault, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Le discours qu'il a tenu chez Renault, il est intéressant, il est courageux, mais pas au milieu d'autres manifestations qui n'ont rien à voir avec ça. Là, c'est tout en même temps, c'est plus en même temps. Oui, c'est étrange de profiter de la guerre du centenaire de 14-18 pour défendre son bilan, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il perd sur tous les tableaux, puisqu'on ne retient pas ce qu'il dit sur le 14-18, et il n'est pas convaincant sur son bilan. Et Guillaume Bernard, est-ce que c'est bon qu'un président de la République soit interpellé comme n'importe quel kidam, comme vous ou moi dans la rue? Écoutez, il crée les conditions pour pouvoir l'être. Enfin, personne ne peut croire... Oui, donc lui, il pense que c'est bon puisqu'il le fait. Personne ne peut croire que s'il ne voulait pas être interpellé, il n'y aurait pas des cordons de sécurité qui empêcheraient cela. Donc, en fait, c'est une stratégie pour aussi essayer de montrer qu'il est proche de ses électeurs. Le problème, c'est qu'en fait, il est... on l'a dit, mais il faut vraiment insister, l'illisibilité de son discours, c'est de sa faute. Et par ailleurs, la faiblesse d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a été élu par défaut. Je vous rappellerai quand même que c'est la seule fois, hormis 1969, où on a un président de la République qui est élu au second tour avec une baisse de la participation par rapport au premier tour, et qu'on a eu un record d'abstention au premier tour des élections législatives. En fait, Macron incarne, je dirais, la grande coalition, mais sans parachute. C'est-à-dire que s'il ne réussit pas, qu'est-ce qui se passe politiquement parlant, avec le spectre politique tel qu'il s'est recomposé? Si lui ne réussit pas, qu'est-ce qui va rester comme offre politique crédible pour les Français? Et je crois que aussi bien, je dirais, le côté hargneux, je dirais, de certaines questions, de certaines interpellations, que, je dirais, l'embarras dans lequel il est pour répondre, manifeste incontestablement le fait que là, on est au pied du mur. Est-ce que, Étienne Girard, c'est la France qui ne vote pas que Emmanuel Macron a rencontré cette semaine? Celle qui ne croit plus à la politique? Oui, c'était un peu. D'ailleurs, ce qui est un peu malsain dans cette campagne-là, parce que c'est la France de 14-18, celle de l'Est et du Nord, elle recoupe la France qui ne croit plus trop en la politique, la France qui vote Marine Le Pen, et la France qui a
beaucoup moins que l'autre partie de la France, voter Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle. Donc c'était dans ces régions-là qui lui sont moins acquises qu'il a voulu aller pour aussi défendre son bilan, mais à mon sens, le pari de communication est tout sauf réussi. Il y a tant de choses à dire. C'est-à-dire le fait qu'il y ait eu un sacrifice national et le fait de dire, voilà, nous sommes confrontés à un certain nombre de crises économiques, identitaires, etc. Et donc, il est nécessaire que nous fassions tous ensemble un certain nombre de sacrifices, comme nos ancêtres ont fait le sacrifice de leur vie pour pouvoir redresser le corps social. Eh bien, il avait l'occasion de le dire et il n'en profite même pas. On vous a posé la question à vous, chers internautes du Figaro, c'est même la question du jour, pour savoir si Emmanuel Macron avait eu raison ou non de lancer cette semaine sur le terrain. Vous dites plutôt non à 58%, mais c'est quand même relativement partagé. Et puis, bien sûr, vous réagissez sur le Figaro.fr, sur Twitter. Merci, chers internautes qui êtes en train de nous suivre. Christophe qui nous dit « Hypocrisie de Macron, personne ne croit qu'il a apprécié les remontrances du peuple ». Christophe nous dit encore « Nous sommes passés à côté de l'hommage. Peut-être que dimanche, avec les autres chefs d'État, il y aura plus de recueillement. » Oui, puisque dimanche, il y aura une rencontre, effectivement, avec tous les grands responsables du monde, dont Donald Trump, et One Shot dit méchamment itinérance mémorielle ou égarement présidentiel pour l'interrogation. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de problème dimanche. Il y en a eu jeudi, vendredi, samedi, sans doute il y en aura dimanche, notamment par exemple sur l'absence de défilé militaire. Oui, voilà, ce qui a été voulu pour éviter de fâcher Angela Merkel. Mme Merkel. Ouais. C'est quand même une victoire militaire, je veux dire. L'histoire, elle est là, c'est pas autre chose. Et donc, c'est aux troupes françaises de défiler sur les Champs-Élysées. Ça n'a rien ni de réactionnaire, ni de passéiste. Peut-être y aura-t-il alors une nouvelle polémique jusqu'à dimanche. On parle d'un autre sujet, mais on reste sur la politique et les convictions d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe le disait ce matin dans un message publié sur Facebook, le nombre des actes antisémites a augmenté de plus de 69% au cours des 9 premiers mois de l'année 2018. D'où cette question qui revient, est-ce que nous sommes en train de revivre une période sombre de l'histoire de l'Europe, celle des années 30 ? C'est en tout cas la conviction d'Emmanuel Macron. Il le redisait encore mardi dernier dans un entretien à nos confrères d'Europe 1. Et moi, je suis frappé de voir deux choses qui ressemblent terriblement aux années 30. Le fait que notre Europe a été bousculée par une crise économique et financière profonde, qui a plongé des pays dans des crises extrêmement dures sur le plan social. Vous connaissez bien la Grèce, le Portugal, et nous voyons à nouveau une montée des nationalismes qui jouent sur ces peurs. Guillaume Bernard, elle est juste, cette analogie ? Alors écoutez, j'aurais envie de vous dire ce qu'a dit Zemmour, la question que Zemmour a posée, en disant, mais alors dans ce cas-là, quel rôle joue-t-il si nous sommes dans les années 30? C'est Daladier, c'est Camille Chotan, quel rôle joue notre ami Macron? C'était pas tout à fait ma question. Je sais bien, non, sur le diagnostic. Sincèrement. Est-ce qu'il est juste? Non, je ne pense pas. Je pense que l'histoire ne repasse pas les plats. Que l'on a des circonstances qui sont parfaitement, différentes, et que le fait de vouloir assimiler, je dirais, des périodes ainsi a pour but évidemment de créer une situation manichéenne où il y aurait les gentils et les méchants. Sous-entendu, ceux qui sont dans le fond aujourd'hui susceptibles de contester la construction européenne telle qu'elle se fait, de discuter, je dirais, des flux migratoires, de mettre en avant une insécurité culturelle et morale dans le corps social, ne seraient finalement que des gens qui auraient adopté l'idéologie nazie. Sincèrement, ce n'est pas sérieux. Quant à la question de l'antisémitisme plus précisément, je crois que là aussi, on fait semblant de croire que les causes, je dirais, ayant mené à ces actes antisémites seraient les mêmes aujourd'hui que dans les années 30. Personne n'ose dire, alors que enfin, si, il y a quand même un certain nombre de personnes qui le disent, que incontestablement, l'origine actuelle de l'antisémitisme et des actes antisémites, c'est essentiellement un ressort islamiste. Et donc, par conséquent, je crois que vouloir faire cette comparaison me paraît malséant.
Julia de Funès. Comparaison n'est jamais raison, ça pour le coup. Et je trouve ça toujours acrobatique, voire absurde de comparer des périodes historiques. Ça n'a jamais similaire. Ça s'appelle des anachronismes. C'est des anachronismes, exactement, et c'est tout à fait faux. Et là, les points de ressemblance peuvent virer vite à l'indécence, je trouve. Quand on compare le mouvement de Mélenchon, le mouvement de Marine Le Pen à des idéologies totalitaires comme le stalinisme ou le nazisme, c'est presque indécent pour ceux qui ont véritablement souffert de ces totalitarismes-là. Mais ça explique quoi, en fait, la généalogie de ça? C'est vraiment jouer sur l'idéologie de la peur. On a quand même peur d'à peu près tout dans notre société actuelle, alors que ça ne le justifie pas forcément. Et instrumentaliser la peur des gens et jouer sur les émotions, c'est vraiment de la politique émotionnelle, mais pas du tout rationnelle. Et je trouve ça, et je trouve que ces fausses ressemblances tournent vraiment à l'indécence régulièrement. Étienne Girard. Oui, plusieurs choses. Déjà sur l'antisémitisme. Alors moi, j'ai été regarder les chiffres de l'antisémitisme sur le long terme. En réalité, c'est une courbe sinusoïdale. C'est-à-dire que ça baisse ou ça descend de 50% à peu près tous les ans. C'était en baisse depuis 2 ans, d'ailleurs. Absolument. Donc cette année, ça augmente de 69%. Ce n'est pas une tendance sur plusieurs années. Donc on ne peut pas en tirer une conclusion sur plusieurs années. Première chose. Deuxième chose, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Cette comparaison avec les années 30, elle a surtout un intérêt politique qui est de faire peur et d'apparaître électoralement comme un rempart à la barbarie qui serait représenté par les nationalistes nouveaux nazis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de la montée des nationalismes, mais c'est qu'il est beaucoup trop aisé de juste expliquer qu'on est dans un climat pré-années 30 et donc qu'il faut voter. C'est la fameuse couverture de Libération avant le 2e tour de la présidentielle. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Voilà, en réalité, le message sous-tendu, c'est celui-là. Ce serait intéressant que le débat politique puisse aller un peu plus loin, sur les idées par exemple. Je vous donne des points de vue d'internautes. Christophe qui nous dit comparaison n'est pas raison, l'antisémitisme de 2018 n'est pas celui des années 30. Un autre internaute nous dit ce chiffre ne vient-il pas du fait que ces actes sont plus répertoriés et que les actes d'agression dans leur ensemble, donc pas seulement les actes antisémites, augmentent. Et WB nous dit c'est une stratégie pour les élections européennes. Et Tania nous dit pourquoi regarder seulement les chiffres sur 2 ans, quelle est l'évolution sur 10 ou 20 ans? On a essayé de vous répondre à l'instant, Tania, et One Shoot nous dit le problème c'est de prendre un critère et d'en faire une généralité. On n'est pas vraiment dans les années 30. Bon alors, on ne trouve pas grand monde pour l'instant pour défendre le point de vue du président. Est-ce que ça va être votre cas, Daniel Bilalian? Non, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire comparer la situation actuelle aux années 30 et dire d'une certaine façon il y a le nationalisme ou le populisme serait une montée de l'antisémitisme, c'est sous-entendu, ça me paraît un tout petit peu bizarre. Aujourd'hui, en France par exemple, les 11 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen ne sont pas des antisémites, ça remonte aux camarades de son père, mais en tout cas, ce sont des gens qui se plaignent de leur vie et de la mondialisation, etc. Donc je trouve très dangereux de laisser à penser que c'est ça, mais c'est son grand combat. Laurent Wauquiez l'a dit l'autre jour, le président de la République est cynique, il dit c'est moi ou le nationalisme. Il essaye de supprimer ce qui était la droite, le RPR, l'UDF, etc. Donc c'est très intelligent de sa part et en même temps très cynique. C'est moi ou le nationalisme, c'est moi ou l'antisémitisme, sous-entendu. Je trouve ça un petit peu fort de café. Et en plus, je pense que, honnêtement, le français moyen, il ne fait pas de référence à ça. Ce jour-là, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Il comprend pas ce qu'on lui dit. C'est même l'inverse, je crois. Diaboliser ne fait que favoriser. Parce que c'est comme quand on dit à un homme, mais ta femme est abominable, elle est affreuse. Ben non, il n'y a rien de mieux pour la valoriser. Il va la trouver pas si mal que ça. Et c'est exactement la même chose. Ce que je reproche, moi, alors ça c'est au Premier ministre ce matin, lorsqu'il fait cette intervention sur Facebook, c'est toujours le politiquement correct. On ne dit pas d'où viendrait l'antisémitisme d'aujourd'hui. Et on sait que l'antisémitisme vient principalement de l'islam radical, mais ça on ne le dit pas. On ne dit rien. On ne dit rien au cas où. Hein. Donc là encore, le français moyen, lui, il dit voilà, il n'ose pas dire que l'islam radical, c'est le fournisseur essentiel et principal de l'antisémitisme. Voilà. Moi, la déclaration de... Moi, je ne sais pas comment un Premier ministre peut dire voilà, il se passe telle chose et ne pas dire d'où ça vient.
Oui, ça, sait pas. c'est c'est la le novlangue. démagogisme. On sait bien que pour parler de la délinquance, on parlait des jeunes, alors Voilà. qu'on sait très bien Donc, je qu'évidemment, suppose il y a que des les- conditions bien qui sûr. conduisent plutôt certains, Je pas suppose que nécessairement les- volontairement, mais qui les bien conduisent sûr. plutôt Et à, je dirais, participer à cela, à ces actes délictueux. Et donc, par conséquent, évidemment, il y a un risque, pour le coup, évidemment, de ce que cette dénonciation fort légitime puisse se retourner contre ceux qui, évidemment, cherchent à l'exploiter politiquement. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que s'il y a, je dirais, des actes contre, je dirais, certaines catégories de la population, il ne faut pas oublier qu'il y a des profanations d'églises, des profanations de cimetières chrétiens qui sont là aussi, pour le coup, plutôt en augmentation. Alors, ça n'est sans doute pas que le fait, je dirais, du multiculturalisme et de la présence, je dirais, d'un islam conquérant en France. Il y a aussi, évidemment, toutes les sectes sataniques, etc. Mais il est incontestable que ne pas nommer, je dirais, les causes, ou du moins certaines causes susceptibles d'être à l'origine d'un phénomène, eh bien, ça ne me paraît pas très respectueux ni de ceux à qui on s'adresse, ni efficace pour pouvoir gérer la question. On vous pose la question sur Twitter. Est-ce que cette comparaison est pertinente quand on parle de la montée de l'antisémitisme et du populisme? Vous considérez majoritairement que non à 76%. On peut se demander, Diane Girard, si le président de la République lui-même n'est pas en train de revenir un petit peu sur cet argument un peu simple ou un peu binaire. Dans la même interview à Europe 1, il expliquait que l'Europe était ultra-libérale, qu'elle ne permettait plus aux classes moyennes de vivre correctement, argument qu'on entendait classiquement plutôt chez ceux que Emmanuel Macron appelait jusque-là les populistes. Oui, il essaye de jouer sur tous les tableaux, mais en réalité, cet argument-là, on l'entend d'à peu près tous les partis avant les élections européennes. On entend rarement des partis se satisfaire de la bonne marche et du fonctionnement des institutions européennes avant les élections. C'est la figure imposée d'expliquer que l'idée européenne est une superbe idée, mais que oui, ça fonctionne pas très bien et qu'on va le faire beaucoup mieux fonctionner. Il y a eu des abus et on va faire ça beaucoup mieux fonctionner dans les années à venir. Est-ce qu'il est crédible sur cette thématique-là? Pas forcément, parce que tous ces actes, depuis qu'il a été élu, vont dans le sens de ce que font les européistes, que fait la Commission européenne à l'échelle de l'Union. Oui, et puis... Pardon, allez-y, je vous en prie. allez-y. Et puis, la dénonciation du nationalisme, encore faudrait-il s'entendre sur ce qui est dénoncé. Parce que quand on fait l'histoire du mot, je vous renvoie notamment aux travaux de Jean-Pierre Descottes sur cette question, le nationalisme, ça peut être un nationalisme impérialiste, c'est effectivement le sens qu'il a lorsque Valmy, vive la nation, la Révolution française qui veut porter les idéaux au-delà des frontières, mais ça peut être aussi le nationalisme de réaction, c'est-à-dire le nationalisme de protection, lorsque il y a l'agression allemande en 1870, lorsqu'il y a, je dirais, une forme de désorganisation du corps social par la situation faite, je dirais, aux catégories les plus populaires. Donc le nationalisme tel qu'il peut apparaître à la fin du XIXe siècle, il peut avoir deux facettes, la facette du nationalisme révolutionnaire ou la facette du nationalisme de réaction et plutôt protectionniste. Donc encore faut-il savoir de quoi l'on parle et mettre dans le même sac, je dirais, les différentes sensibilités que ce même terme qui est polysémique peut recouvrir, ça me paraît idéologiquement, effectivement, discutable. Oui, j'allais aller exactement dans le même sens. Au sens, le problème, c'est le problème des mots. C'est-à-dire qu'on édulcore et on adoucit tout le langage pour ne pas signifier les vraies causes et les vrais dangers. Donc les mots, on a peur que le mot chien morde, à la limite, c'est vraiment le problème du nominalisme. Et de l'autre côté, on sort des grands mots, des gros mots, capitalisme, libéralisme, comme si c'était les boucs émissaires et les explications de tout. C'est vraiment un problème de langage. À un moment, il faut parler avec des mots vrais. Et je pense, pour revenir sur la colère des gens dans les provinces, c'est ça aussi dont ils ont marre, un peu de ces poncifs. Ils ont envie de se confronter à la réalité, et notamment à la réalité des mots. Il y a du politiquement correct, il y a aussi des mots très durs. Par exemple, lorsqu'il parle des populistes, de la lèpre populiste. Et moi, c'est ce mot populiste, à partir du moment où les partis deviennent majoritaires dans leur pays, ils deviennent populaires. À partir du moment où vous avez la majorité, vous n'êtes plus populiste au sens négatif du terme, vous êtes populaire. Qu'est-ce que c'est cette façon de parler? C'est le résultat du vote démocratique. Alors on peut le regretter, mais c'est ainsi.
Cette émission est importante, d'abord parce qu'on y dit plein de choses passionnantes, et en plus parce que nous allons essayer de réparer une injustice. Il paraît qu'on a été trop dur avec François Hollande et qu'il faut réhabiliter l'ancien président de la République. C'est en tout cas le point de vue de la Fondation Jean Jaurès, qui est un think tank de sensibilité social-démocrate, qui en gros dit, mais il a fait plein de choses, François Hollande, pour le climat, pour la baisse des déficits, il a créé des postes de fonctionnaires dans l'éducation, il a baissé les charges, et simplement, on a été trop injuste avec lui. Écoutez ce que dit Gilles Finkelstein, c'est le directeur général de cette fondation. Prises isolément, la plupart des mesures étaient approuvées par les Français, mais prises globalement, elles étaient massivement rejetées. À aucun moment, ni François Hollande, ni les autres responsables n'ont véritablement tenté de donner la cohérence de la politique qui était suivie. Daniel Bilalian, c'est intéressant cet argument. En gros, c'est parce qu'il n'a pas réussi à vendre sa politique, mais alors qu'elle était intéressante. Je suis fasciné. Il y a des gens qui parlent, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire. C'était bien, mais c'était pas bien. C'est bien ou c'est pas bien? Il dit c'était bien, mais ça n'a pas été bien communiqué et bien mis en scène et mis en musique. Moi, si par exemple on me baisse mes impôts, c'est bien que vous communiquiez bien ou pas bien. Si vous me baissez mes impôts de 50%, je suis d'accord. Les choses sont simples. Il faut que vous alliez aux États-Unis. Les choses sont simples dans la vie. Je veux dire, le général de Gaulle, quand il a décidé de rendre l'Algérie, de libérer l'Algérie, il a dit on va faire un vote pour ou contre l'Algérie française. Voilà, c'est simple, pas il se pourrait que, néanmoins, né en plus. Non, je reviens parce que ça me fascine chaque fois. J'ai l'impression, je comprends où il y a un souci là. Je pense sincèrement, pour l'avoir connu au long de ma carrière, avant, quand il était premier secrétaire du Parti socialiste, cet homme-là a été là par hasard. Normalement, ce n'est pas lui, c'est Strauss-Kahn. Il se trouve qu'en politique, retrouver un président potentiel en slip dans le couloir, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il est là par hasard. Et moi, je l'ai fréquenté. Cet homme-là, cette charge, elle était trop lourde pour lui. Et c'est pour ça qu'il a eu ce parcours un peu chaotique. Parce que même s'il a fait des choses bien, je veux dire, souvenez-vous quand même, il y a, par exemple, le jour quand il fait un discours à Versailles sur la déchéance nationale, 99,9% des Français sont d'accord. Et il ne le fait pas. Presque. Ouais. Et il ne le fait pas. Ouais. Et il ne le fait pas. Deuxièmement, son parcours, il est chaotique aussi par des choses anecdotiques. Par exemple, il va au chevet d'une météo alors qu'on ne sait pas exactement si, quoi, etc. Les Français disent il va au chevet d'un gars qui vendait de la drogue. Voilà, c'est simple. Et le jugement, il est fait. Alors, je ne parle même pas du scooter, parce que là, on s'imagine. Vous imaginez, vous dites, le président de la République, toute la journée, alors qu'il est en train de parler avec Obama, etc., il est en train de se dire, ce soir, il ne faut pas que je me trompe d'heure, il faut que je t'attrape le scooter, etc., etc. Hein? Non, mais vous dites, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et c'est des petites choses comme ça. C'est des petites choses comme ça. C'est là-dessus que nous jugeons, nous. C'est là-dessus que nous jugeons. C'est vrai, mais quand même, c'est injuste, Étienne Girard, parce que c'est pas faux qu'il a baissé les déficits, François Hollande. Il a même mené une vraie politique social-démocrate. Il a baissé les charges sur les entreprises. Oui, si on regarde de façon totalement comptable, son bilan n'est pas forcément déshonorant, sauf que la politique, c'est pas des lignes de compte. La politique, c'est donner de l'espoir aux gens. Et c'est sur ça qu'il a complètement flanché et qu'il a trahi. Parce que François Hollande, qu'on le veuille ou non, il est élu par une partie des gens sur sa phrase « Mon ennemi n'a pas de visage et c'est la finance », par une partie du peuple de gauche, en tout cas. Et le jour où il est élu, où il prend sa place de président de la République, il ne fait pas du tout ça. Et le tournant de fin 2013, quand il annonce le pacte de responsabilité, le CICE, les 40 milliards donnés aux entreprises, là, il déçoit beaucoup parce que les gens, on leur a dit il y aura plus de redistribution et ils n'ont pas vu plus de redistribution. Donc en effet, peut-être que quand on arrête le compteur à mai 2017, il y a moins de déficit. Le chômage n'a pas tellement augmenté, il a même commencé à redescendre vers la fin, sauf que politiquement, le compte n'y est absolument pas. Et d'ailleurs, cette réhabilitation, mais même en creux de la Fondation Jean Jaurès, elle veut tout dire. La Fondation Jean Jaurès, ça a été créé par Pierre Mauroy, c'est des sociodémocrates, ce n'est pas des mélenchonistes. S'ils mettent 12 sur 20 à François Hollande, qui fait partie de leur famille politique, c'est qu'il y a eu un hiatus quelque part. Parce qu'il le note aussi
aussi. Bon, alors, j'ai du mal à trouver sur ce plateau des gens qui défendent François Hollande, donc je me tourne vers les internautes. Et je ne peux pas dire que ça s'arrange. Antimac nous dit on n'est jamais trop dur avec François Hollande. Alors, il y a plein de smileys derrière quand même. L'Acropole, c'est un pseudonyme, nous dit si on écoute Finkelstein, l'échec de Hollande, c'est la faute à pas de chance. Quant à Nicole, elle nous dit assez drôlement la seule chose positive que je retiens des 5 ans de Hollande, c'est qu'il aura réussi à tuer le PS. Guillaume Bernard, votre point de vue, est-ce qu'on n'a pas été trop sévère quand même avec l'ancien président ? La légitimité politique, vous savez, on la trouve de deux manières. Il y a la légitimité d'origine, et puis il y a la légitimité d'exercice. La légitimité d'origine, il a été désigné selon le processus prévu. Aujourd'hui, c'est une élection, bon, très bien. Donc il avait la légitimité politique pour exercer le pouvoir. Après, ce qui fait véritablement, et encore plus profondément, la légitimité d'un homme politique ou d'un courant politique, c'est le fait qu'il réalise effectivement le bien commun ou l'intérêt général. Moi, je préfère bien commun, mais bon, le bien commun. C'est la manière dont il l'exerce. Et ça vient d'être dit. Le problème de beaucoup de nos hommes politiques, c'est le problème de François Hollande, mais de bien d'autres, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas sur une série de mesures qu'ils vont être jugés, mais sur l'objectif. Dans le fond, les discours politiques n'arrivent plus à dégager une finalité, un objectif à atteindre, et puis ensuite, par pragmatisme ou par choix politique décidé avec les Français, eh bien, on décide de mettre en œuvre telle ou telle mesure. Ce qui, je dirais, détruit la réputation de François Hollande, mais de bien d'autres aussi, c'est qu'en fait, on ne savait pas là où il allait. Gouverner, alors là, je vais faire un peu d'étymologie, c'est gubernare, hein, c'est tenir le gouvernail. On ne sait pas où aller. Où François Hollande voulait aller. Alors, je trouve ça, dommage, parce que là, pour le coup, cette étude-là, je ne suis pas sûr de la garder dans mes archives, alors que par ailleurs, je trouve qu'il y a des travaux de la Fondation Jean Jaurès qui sont vraiment intéressants. Jérôme Fourquet a fait quelque chose sur la Corse, sur le vote en Corse, le vote nation en Corse, qui a été fait avec la Fondation Jean Jaurès, qui est une étude vraiment très intéressante. Celle-là, je ne suis pas sûr qu'elle reste dans les annales. Julia de Funès, vous êtes mon dernier espoir pour avoir un point de vue différent. Ne comptez pas sur moi. Réhabilitez-vous, François Hollande. Non. Il est de bon ton de réhabiliter tout le monde. On réhabilite Robespierre, on réhabilite Pétain, on réhabilite Hollande. Donc, de toute façon, c'est une mode, la réhabilitation. Mais non, au-delà de ça, et d'ailleurs dans l'étude, je l'ai lu rapidement, et ils disent en gros problème de com et crise d'autorité. Et je pense qu'au-delà de toutes les mesures qu'on peut discuter, mais dont on peut discuter, c'est aussi un énorme problème d'autorité. Aujourd'hui, on a eu affaire avec Hollande à un leader qui n'avait aucun charisme et aucune autorité. Or, aujourd'hui, dans cette ère égalitariste que nous vivons, et c'est exactement la même chose en entreprise, il y a beaucoup de managers qui n'ont aucune compétence managériale et qui sont managers par promotion. Et là, ça a presque été un président par promotion plus que par compétence d'autorité, pas d'autoritarisme, mais d'autorité. Et c'est ce qui a créé ce manque de séduction, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui a une conviction des profondeurs, qui désire son désir, sa volonté, c'est la volonté de puissance. Je ne vais pas philosopher, on a déjà eu l'étymologie, on ne va pas philosopher. Mais c'est ça, en fait, la volonté de puissance, c'est avoir envie de sa propre envie. Si Nietzsche est trop compliqué, c'est un peu Johnny Hallyday. Quand on a envie de son envie, on est très séduisant. Et lui, on avait l'impression qu'il n'y avait pas une conviction ou une finalité, c'est ce que vous disiez, très marquée, à tel point que, du coup, un président peut être quelqu'un de normal, et quelqu'un de normal peut être président. Ça a été une énorme erreur. Le charisme ou l'autorité n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Et il y a Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on dit qu'il faut des différences, on a l'impression que les différences sont des injustices. Et non, il y a des gens qui ont plus ou moins de charisme ou non. Et le deuxième travers, je pense, c'est qu'il a joué la carte du normal et du président normal par réaction à l'hyper-président qui était Nicolas Sarkozy. Et se positionner toujours en réaction par rapport à quelqu'un, dire en gros ce qui a été fait c'était mal et moi je vais faire le contraire donc c'est bien, c'est jamais très séduisant non plus. C'est une inversion morale assez facile. Être dans la réaction, c'est pas être dans l'action et ça manque forcément un peu de panache. Et c'est le piège dans lequel Macron est en train de tomber parce que s'il n'existe lui que par réaction au populisme, le populisme va évidemment le renverser. Pour ce qui concerne Hollande, je ne peux pas dire que je le connais très bien, je le connais suffisamment parce que cet homme s'ennuyait au pouvoir.
cet homme s'ennuyait pour voir. Et on avait vraiment le sentiment, quand on le connaissait un peu, que franchement, c'était un mauvais moment à passer pour lui. Il n'avait pas pu faire autrement si ça lui est arrivé par hasard, parce qu'en plus, les Français ont renvoyé Sarkozy. Là encore, lui aussi, il a été élu par défaut. Et cet homme s'ennuyait au pouvoir. Pour lui, c'était interminable et ce n'était pas sa vie. Autant être président du Conseil général de Corrèze et aller à la foire au jambon de Tulle, ça, c'est son truc. Mais ça, président de la République française, c'était au-delà de ce qu'il pouvait endurer. Je suis persuadé de ce que je dis. On vous pose la question sur Twitter, faut-il réhabiliter François Hollande? C'est pas gagné parce que vous êtes 81% à nous répondre non. Évidemment, c'est pas un sondage, hein, c'est un point de vue que vous exprimez en direct au fur et à mesure de l'émission. Christian nous dit Hollande a été une cata pour tout. Christophe nous pose cette question, moi j'ignore la réponse. Qui finance la Fondation Jean Jaurès? Je ne sais pas si... Ils ont un certain nombre de mécènes, mais c'est une fondation d'intérêt public, je ne sais plus pas exactement quelle est l'expression, donc les dons sont défiscalisés pour ceux que ça intéresse. Mais en même temps, la dernière chose, c'est qu'il n'a pas osé se représenter. Ça confirme ce que vous Oui, disiez donc d'ailleurs. Oui, c'est une réponse. Oui. Il a tiré les conséquences de ses 5 ans de présidence. Peut-être a-t-il été effectivement le premier juge de son bilan par cette décision. Et il nous reste quelques minutes pour parler d'un dernier sujet, un peu plus léger sans doute, celui de l'argent et du football. Il y a un certain nombre de révélations qui sortent ces jours-ci dans différents médias. Sur l'argent du foot, on savait qu'il y en avait beaucoup. On apprend ainsi que Neymar, la star brésilienne du PSG, gagne 37 millions d'euros par an. Mais comme c'est pas beaucoup, il faut bien reconnaître, il a droit en plus à 375 000 euros par mois. Alors ça s'appelle une prime d'éthique. Alors on pensait que l'éthique, ça consistait à bien jouer ou à respecter ses adversaires. Pas du tout. L'éthique, ça consiste à aller faire reset aux supporters à la fin du match. Daniel Bilalian, vous êtes surpris par toutes ces révélations, vous qui avez été le patron des sports de France Télévisions? Je connais un peu ce domaine. Pour être tout à fait juste, les 370 000 euros, c'est énorme, mais ce n'est pas uniquement pour aller saluer le public, même si ça peut sembler extraordinaire que ça se passe comme ça. C'est pour se tenir correctement, pour répondre à un certain nombre d'interviews, pour ne pas empêcher les médias de vous parler. Ce n'est pas uniquement pour aller saluer le public. Alors merci de me si corriger. mes enfants me demandent 370 000 euros par mois pour bien se tenir, alors là, c'est ruiné. Ça fait partie, mais ce n'est pas uniquement ça. Oui, j'ai compris, absolument. Vous faites la deuxième bien chose, de le signaler. c'est l'origine des joueurs qu'on engage, c'est ça le vrai scandale. Alors voilà, ça c'est un autre sujet, effectivement, le PSG qui a tenu des fichiers ethniques sur les origines des jeunes footballeurs recrutés en formation dans le club. La première chose, c'est que le type qui a fait ça par écrit, c'est un imbécile, parce qu'il peut très bien le décider sans l'écrire. Lui-même, il a donné le document, il a fait le document pour se faire renvoyer. C'est mais c'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai, et pas qu'au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, si vous voulez, le sport n'est plus du sport. Ce sont des entreprises. Il y a quelques années encore, les clubs étaient des entreprises sportives locales, municipales, aidées par les industries de la région. Aujourd'hui, ce sont des entreprises commerciales ou politiques, comme le Qatar ou la Chine, qui se sont engagés dans le monde du football. Donc, le Qatar, propriétaire du PSG. Voilà, propriétaire du PSG. Et le Qatar sait qu'il a un public à Paris, il faut lui offrir une diversité des origines de ses joueurs pour que, non plus les spectateurs, ses clients, viennent au stade. Regardez dans d'autres domaines, toutes les publicités aujourd'hui, pour tous les produits que vous connaissez, il y a des Blancs, des Africains, des gens d'origine asiatique, etc. Parce qu'on est dans un monde de marchandises. Donc le football, comme d'autres sports, mais principalement le football, n'est plus un sport. Ce sont des chefs d'entreprise qui veulent faire fructifier leurs gains. Et donc, pour ça, ils savent qu'ils ont besoin d'avoir un public, une clientèle très différenciée. Donc, il ne faut pas exagérer dans l'antillais, il ne faut pas exagérer dans l'africain, il ne faut pas exagérer dans ceci ou dans cela. Ça donne une équipe à Paris où il n'y a pas un seul joueur qui parle français. Alors ça, c'était sur le sujet des fiches ethniques. Mais si on en revient à l'argent du football, une autre information donnée, c'est que, outre son salaire de 17 millions annuels, Kylian Mbappé, le célèbre champion du monde français, qui lui aussi joue au PSG, touche 10 millions d'euros, ou plus exactement, le club paye à sa place ces 10 millions d'euros d'impôts. Il s'en est expliqué d'ailleurs, un petit peu gêné quand même. Regardez. Je n'aime pas trop parler de ce sujet, mais vu que vous m'en parlez, je vais en parler. Voilà. Je tiens à préciser déjà que je paye tous mes impôts en France, sur tous mes revenus. On a annoncé différentes choses et que, voilà, pour moi, le plus important, c'était de savoir dans quel club je pouvais donner le meilleur de moi-même et poursuivre ma progression.
Et j'ai choisi le Paris Saint-Germain tout naturellement. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des négociations et que tout ce que j'ai fait, même s'il y a plein de choses qui sont fausses, je l'ai fait dans les règles. Voilà, Mbappé qui était au micro de nos confrères de France Info. Julia de Funès, finalement, c'est l'offre et la demande. Je veux dire, tout ça n'est pas choquant en soi, si. Ce qui est paradoxal, en tout cas, oui, pourquoi ça choque? Parce que le mot, c'est dégoûté, d'ailleurs. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on appelle ça prime d'éthique. Et justement, j'étais toujours fascinée, je me suis toujours questionnée sur pourquoi les idoles, aujourd'hui, sont les idoles sportives. Ce ne sont absolument plus les hommes politiques, on l'a suffisamment montré ce soir. Ce ne sont plus les philosophes, les intellectuels, ce sont Mbappé et, j'allais dire Zidane, mais je pense que c'est totalement démodé. Neymar, Griezmann, etc. Et philosophiquement, on peut expliquer cet engouement pour le sport parce que le sport, c'est le seul domaine où l'égalité de droits et les inégalités réelles vont être réconciliées. Le plus fort, c'est le meilleur. Il y a des inégalités énormes, mais c'est normal parce qu'il doit cette position-là à son mérite, à ses efforts, à sa discipline, et plus à des classes sociales et des privilèges parfois injustifiés. Donc le sport, c'est une résolution d'une contradiction démocratique assez forte. Et c'est pour ça aussi cet engouement aujourd'hui pour le sport qui sort du sport. Vous avez raison, c'est devenu une entreprise. Et dans les entreprises, on fait appel aux sportifs et les entreprises et les managers gèrent leurs équipes comme des sportifs. C'est marrant. Comme des coachs. Comme des coachs, comme des sportifs. Il y a des grands footballeurs qui viennent expliquer comment il faut souder le collectif au sein des équipes, ce qui est complètement aberrant parce que ça n'a rien à voir. C'est comme les comparaisons historiques. Vous imaginez un manager dire à chaque encabir de bureau, vas-y à fond comme des champs, c'est pas possible. Bref, du coup, cet engouement pour le sport, on le comprend démocratiquement et c'était vraiment le lieu de la morale finalement démocratique. Les inégalités sont justes dans le sport. Et c'est ce qui est choquant, c'est que justement, il y a ces primes d'éthique qui sont tous sauf éthiques, qui viennent dans ce monde éthique. C'est à la limite un financier qui fraude, c'est presque moins gênant. Je ne dis pas que c'est moins grave, mais c'est moins gênant parce que la finance n'est pas matinée de morale et même matinée d'immoralité ou d'amoralité, peu importe. Donc on est moins surpris. Mais on est moins surpris. Mais là, c'est vraiment un des domaines de la morale par excellence, donc c'est d'autant plus choquant. On vous pose la question sur Twitter, êtes-vous dégoûté par le business dans le milieu du football? Vous êtes près des 2/3 à nous répondre oui. Est-ce aussi votre cas, Étienne Girard, ou est-ce que tout ça, finalement, c'est rien que du business? Écoutez, j'ai pas appris que le foot business débordait d'argent avec cette enquête, mais oui, il y a évidemment de quoi être écœuré. Il y a quelque chose de surréaliste à entendre Kylian Mbappé, ce gosse de 19 ans, parler de mécanismes d'optimisation fiscale. Et oui, tout ce que j'ai fait est légal, j'ai juste profité de... Absolument, non, mais il n'y a rien à lui reprocher là-dessus, mais j'ai juste profité de ce que la loi permet au plus de ce qu'on peut faire. La vérité, c'est que dans le monde du foot, et tous les suiveurs du foot le disent, un joueur qui ne fait pas ça, qui ne fait pas d'optimisation fiscale, qui n'essaye pas de gagner le plus possible et plus que les autres, il ne va pas être respecté sur le terrain. C'est comme ça que ça marche, le foot business. Pour être le patron, il faut être le type qui demande le plus d'argent et qu'obtient le plus d'argent, comme si en fait ce sport qui dégage de superbes valeurs, qui sont plutôt des valeurs de solidarité, de partage, de passe, parce que c'est un sport collectif où on ne peut pas gagner tout seul, et de dépassement de soi, avait un peu perdu la tête. On a perdu la tête, mais on en est tous responsables parce qu'on regarde tous finalement ces milliardaires courir après un ballon et en y prenant du plaisir en plus. Sur Twitter, vous réagissez à M. Babineau qui nous dit, et il a tout à fait raison, que le fichage racial est interdit par la loi et que rien ne peut le justifier. Ce que nous dit aussi Olympe, il nous dit en France, ce type de statistiques sont interdites, mais au Canada, par exemple, elles sont acceptées pour mieux aider les minorités d'ailleurs. Guillaume Bernard, le foot, ça vous parle ? Disons que ça ne fait pas tout à fait partie de mes spécialités quotidiennes, je dois le reconnaître. Mais moi, tous les éléments qui ont été dits m'interrogent vraiment. Enfin, si vous voulez, vous avez évoqué le fait que c'était légal d'obtenir de tels salaires ou de telles primes. Bon, moi qui suis plutôt un défenseur du droit naturel contre le droit positif, je ne ferai pas un scoop en disant ça, je pense que tout ce qui est légal n'est pas forcément juste. Je pense que honnêtement, des salaires, des rémunérations de ce type sont parfaitement indécentes. Et très sincèrement, la question du fichage ethnique ou la question de ces primes dites éthiques, eh bien, elles ont un point commun, ces deux questions-là. C'est le fait qu'on a totalement déshumanisé
le sport qui est supposé être l'incarnation, je dirais, de l'effort justement humain, de la solidarité entre joueurs d'une équipe pour, je dirais, produire un objectif qui est de faire gagner un corps collectif et pas simplement des individus épars ou se combattant. Donc par conséquent, là, on est quand même arrivé à un niveau de rémunération et à un niveau, je dirais, d'instrumentalisation, de chosification des différents joueurs pour pouvoir correspondre à un certain communautarisme ou à une certaine affiche que l'on veut donner, comme vous le disiez, aux clients ou que sont les fans ou les supporters, etc. On en est arrivé à quoi? Eh bien, on en est arrivé à, je dirais, une situation bien pire, me semble-t-il, que celle de l'esclavage dans le monde antique. On exploite, je dirais, leur force de travail, mais en plus, je dirais, enfin, ils peuvent partir quand ils veulent. Je veux dire, ils sont pas. Ils sont là parce qu'ils le veulent bien. Je ne suis pas si sûr que vous, qu'il n'y ait pas des clauses dans les contrats qui ne prévoient ça. Ouais. Sincèrement, je crois que là, on arrive à un tel niveau de déshumanisation de ce qui, normalement, devrait être une activité humaine. C'est parce que, aussi, si vous voulez, le problème du Paris Saint-Germain, c'est que c'est un pays qui s'appelle le Qatar, qui se sert de ce club. C'est un club, c'est une fonction politique, ce club. Oui. D'ailleurs, je me signale qu'ils ont fait supprimer la croix pour rayonner, pour rayonner dans le monde. Et c'est pour ça aussi qu'ils vont organiser la Coupe du Monde de football par 40 degrés à l'ombre. Je veux dire, par là, et donc, ils mettront l'argent qu'il faut, avec tous les moyens qu'il faut, et ils resteront dans la légalité. Par exemple, vous, sur un maillot ordinaire de football, vous allez payer 100 000 € par an, et le Qatar va mettre 3 millions. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Merci Daniel Bilalian. On va laisser les mots de la fin à Antimac qui nous dit « Je suis plus dégoûté par le manque croissant d'éthique en politique. Désolé pour moi, le foot est un problème accessoire. » Eh bien, on en aura parlé quand même, cher Antimac, parce que c'est l'intérêt de cette émission, c'est de varier les sujets. Merci à tous de nous avoir suivis. Et bien sûr, Point de vue revient lundi prochain à la même heure, au même endroit. Très bon week-end. Merci.